suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un genre de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais on est parti gaiement, hein. Alors je vous explique le pourquoi du comment de cette vidéo. D'habitude j'aime pas trop me hyper à regarder qu'est-ce qui va sortir pour me donner envie d'acheter, etc. Mais là je sors d'un no-buy de à peu près 2 mois où je me suis un petit peu frustrée et donc je suis allée voir un peu sur Booknode ce qui va sortir en octobre. Je voulais donc vous faire cette vidéo parce qu'il y a au moins une vingtaine de livres qui franchement me parlent bien et je voulais un petit peu vous montrer ce qui va sortir. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse et sachez en tout cas que dans cette vidéo je vais pas vous présenter bien entendu toutes les sorties du mois d'octobre, mais uniquement celles qui m'intéressent. Je ne vais donc pas y inclure bien sûr les romances de Noël parce que je suis pas trop friande de ce style-là, mais j'ai vu qu'il en sort énormément au mois d'octobre, donc si vous aimez ça, bah écoutez, foncez. Et je ne vais pas non plus vous parler de la sortie du nouveau Camilla Läckberg parce que je suis pas très fan de ce qu'elle fait, du coup je ne mentionnerai pas son livre, mais en tout cas sachez qu'elle va en sortir un nouveau, je sais qu'elle a de nombreux fans. En tout cas dans cette vidéo je vais vous montrer une vingtaine de sorties littéraires du mois d'octobre qui me donnent beaucoup envie, dont 2 particulièrement qui me hype de fou au dernier degré de l'univers. Et en plus de ça, ce ne sont pas des romans. Dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup de livres très différents. Donc voilà, on va juste faire chronologiquement les sorties comme elles vont sortir au mois d'octobre, sans trop se prendre la tête. Et vous verrez, il y aura de tout. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous intéresser dans cette vidéo. Alors, la toute première sortie que j'ai notée, c'est le 4 octobre, va sortir Blood and Honey, qui est la suite de Serpent Dove, et c'est de Shelby Marwin. On est dans un livre de fantasy, et dans ce livre-là, il s'agit d'une sorcière qui fuit malheureusement son village parce qu'elle est persécutée, comme de nombreuses autres sorcières. Il y a une espèce de grosse chasse aux sorcières organisée, et elle part de son village, elle va vivre de petits larcins, elle doit malheureusement renoncer à la magie pendant quelques temps, et pendant qu'elle essaye de dérober une bague d'une grande valeur, il va lui arriver une série d'événements voilà, assez surprenants, qui vont l'entraîner vers une situation assez dangereuse, et elle va croiser le chemin de Raid, qui est un jeune homme, chasseur de sorcières, qui donnerait sa vie pour voir exterminer toutes les sorcières de son pays, de son empire, je sais pas trop dans quel univers on est. Et en tout cas, les deux vont, je pense, tomber amoureux. Donc ce sera probablement une romance impossible. J'ignore si la romance prend toute l'ampleur dans ce livre-là. J'ignore si elle est juste, voilà, placée au second plan. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ce livre, avec ses belles couvertures, me fait envie depuis très longtemps. Et là, va sortir le tome 2. Donc pourquoi pas, ce serait peut-être l'occasion de me le procurer. Le 5 octobre sortira Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson en format poche. Et franchement, moi je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de vous dire, ruez-vous sur ce livre si vous aimez la fantasy, mais que vous ne savez pas par quoi commencer. Parce que déjà c'est un one-shot, c'est-à-dire que c'est pas une saga, c'est pas une suite de livres, et du coup vous pouvez le lire en une seule fois, vous avez le début de l'histoire et la fin. En plus de ça, Margaret Rogerson, dans une écriture voilà, très simple, fluide, arrive à nous dépeindre un univers assez ludique, assez sympa, avec une héroïne vraiment attachante, et il est question de grimoires, de livres qui mordent, de secrets cachés, etc. Et moi j'avais beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous renvoie en tout cas à cette sortie poche qui peut-être sera un peu plus abordable si vous voulez vous lancer dans cette histoire. Alors le 5 toujours sortira Sherlock Holmes, le dossier Dracula, trahison sanglante, et là c'est signé Mark A. Latham. C'est une enquête policière autour du personnage de Dracula. On parle donc ici de la mort d'un aristocrate en Transylvanie, dans un grand château, donc vous doutez de qui il s'agit, et il a été tué a priori par le professeur Von Helsing. Donc Mycroft Holmes, qui est donc le frère de Sherlock, va contacter Sherlock pour aller sur place en Transylvanie, voir ce qui se passe, et enquêter sur la meurtre non seulement de cet aristocrate, mais aussi sur la mort d'une femme qui s'appelle Lucy Westerna. On sait pas trop ce qui lui est arrivé à cette pauvre Lucy, peut-être qu'elle a 2 petites piqûres ici, on sait pas trop. En tout cas, Mycroft et Sherlock vont être pris au piège de ce manoir en Transylvanie, donc je pense que ce sera sanglant, mais c'est plutôt, je pense, une espèce d'enquête policière. Donc j'attends quand même de voir des retours de ce roman avant de me décider. Je vais voir en tout cas si celui-là me botte.
Sortira aussi le même jour, je crois, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ce livre-là, en grand format, me fait de l'œil depuis un bon petit moment. Et là, il va sortir en poche au mois d'octobre. Donc je pense que cette fois-ci, je vais vraiment en profiter pour saisir l'occasion et l'acheter et découvrir un petit peu son histoire. Cette histoire commence un petit peu comme Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, puisque là, c'est une jeune femme qui reçoit le coup de fil de sa cousine, qui lui dit « Écoute, je suis au Mexique, je viens de me marier, je vis dans un manoir, viens me rendre visite ». Donc la cousine va venir, elle va découvrir non seulement ce manoir qui est très riche en mystères, mais aussi deux hommes qui partagent donc la vie de sa cousine, à savoir le nouvel époux, et aussi celui qui a quand même un sacré caractère, c'est le beau-père. Donc cette cousine va enquêter comme ça dans ce manoir. Apparemment il est question d'éléments assez fantastiques dans ce livre, mais de toutes les manières je vais le prendre puisque je n'ai vu que des retours mais ultra positif sur ce roman, donc c'est sûr que celui-là, je vais me le procurer. Alors le même jour sortira Projet Dernière Chance de Andy Weir, qui est l'auteur en fait de Seul sur Mars, qui a déjà été adapté au cinéma avec Leonardo DiCaprio, comme vous le savez, film que j'avais beaucoup apprécié, et celui-ci aussi va être adapté au cinéma avec Ryan Gosling, donc ça peut être intéressant de voir, et je suis en train de me demander quel sera le parallèle entre les deux histoires. On sera peut-être aussi avec quelque chose d'assez psychologique dans de la science-fiction, qui m'avait vraiment justement intéressé, ce côté un peu survivaliste. Donc ici, dans Projet Dernière Chance, on sera avec un explorateur, un scientifique en réalité, qui est envoyé sur une autre planète, parce qu'il représente l'espoir de l'humanité avec ses coéquipiers. Donc il est envoyé sur cette planète et puis il se réveille, malheureusement privé de sa mémoire, légèrement blessé, et les deux cadavres de ses coéquipiers se retrouvent là avec lui. Donc lui, il sait plus du tout quelle est sa mission, et en plus de ça, il va se retrouver face à un nouveau fléau. Donc l'humanité place de grands espoirs en lui, mais lui malheureusement, bah il est un petit peu perdu dans sa tête, et du coup ça peut être assez intéressant. Moi, comme je vous le disais, c'était vraiment ce que j'avais apprécié dans Seul sur Mars, c'est ce côté d'aller rechercher un petit peu dans la nature humaine jusqu'où l'homme est capable d'aller dans un milieu hostile, le côté très survivaliste en fait. Donc peut-être qu'on retrouvera ça ici dans cet ouvrage. En tout cas, ça peut être intéressant à lire. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous avez déjà eu des échos éventuellement de ce livre. Sortira également L'Abomination de Dunwich, adapté de l'œuvre de P.G. Lovecraft, dans ces immenses éditions absolument magnifiques qui sont illustrées par François Baranger, donc qui est juste le grand seigneur de l'illustration, j'ai envie de vous dire. J'en ai avec une créature mi-homme, on sait pas trop quoi d'ailleurs, je préfère pas vous le dire, pour pas vous spoiler parce que ça reste une nouvelle. En tout cas, il est né d'une femme albinos et d'un homme d'origine inconnue. Cette femme, elle est un petit peu retardée mentalement. Elle vit dans une chaumière, isolée du reste du village avec son père qui est accusé par le village de sorcellerie. Et pour cause, c'est vrai, c'est un sorcier. Il va d'ailleurs transmettre tout son savoir à son petit-fils qui grandit à une vitesse fulgurante et qui va se muer très très vite en une espèce de créature fantastique, mi-homme, mi quelque chose d'autre, et je vous dirai pas quoi, mais en tout cas il va partir en quête d'un grimoire qui s'appelle le Necronomicon, et il va être confronté à des péripéties, et il va y avoir une série de meurtres. Voilà, cette nouvelle est assez intéressante, elle tranche un petit peu avec le reste des nouvelles qu'on peut trouver chez Lovecraft. Elle est un petit peu plus ancrée dans le folklore, des créatures plutôt terrestres, donc ça peut vraiment m'intéresser, et puis j'aime beaucoup ce que fait François Baranger. Après, à voir combien coûte cet ouvrage. Là va sortir un livre que j'attends, mais avec grande impatience. C'est Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, d'Éric Darbray. Alors ce livre-là est une enquête journalistique d'un journaliste, donc Éric Darbray, qui depuis 1996 enquête sur tout ce qui arrive aux Ouïghours. Il les suit de très près depuis les événements sanglants de 96, en passant par les étapes de stérilisation forcée des femmes ouïghours en Chine, et encore en continuant à aller visiter régulièrement, les prisons chinoises dans lesquelles les Ouïghours sont enfermés parce qu'ils constituent une minorité à laquelle on ne veut pas donner de droits. Je trouve ça extrêmement intéressant, courageux, intéressant,
passionnant puisque on sait à quel point la Chine est une forteresse fermée qui ne laisse entrevoir absolument aucune de ses informations, aucun de ses secrets, que ce soit sur le plan énergétique, politique ou encore effectivement sur le plan de la protection des droits de l'homme ou même de l'écologie. Je salue ce travail-là, donc ce livre-là vraiment me tente de fou. J'ai envie de lire cet ouvrage sur les Ouïghours pour en savoir un petit peu plus sur ces prisons que l'on n'arrive vraiment pas du tout à cerner. On n'en a que des, voilà, que des photos prises à la jumelle, quoi. Complètement sans transition, on passe à de la jeunesse, puisque j'aimerais beaucoup lire Le Château solitaire dans le miroir de Mizuki Tsujimura. Dans la chambre de Kokoro, il y a un miroir scintillant. Et lorsqu'elle touche ce miroir, Kokoro passe à travers. Elle atterrit dans un château digne d'un conte de fées. Et face à elle va se trouver une jeune fille avec un masque de loup qui va lui proposer un marché, une quête fantastique à remplir. Elle aura 1 année pour remplir cette quête, en échange de quoi elle pourra faire exaucer un de ses vœux. Donc la petite Kokoro est très intéressée, mais malheureusement elle n'est pas la seule sur l'affaire. Donc à voir comment l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas trop, arrive à traiter le sujet, peut-être avec une certaine noirceur que l'on ne retrouve pas d'habitude dans la littérature jeunesse. À voir. En tout cas la couverture est splendide et le livre me fait envie, et c'est quand même à noter parce que je lis pas beaucoup de littérature asiatique. Dans un contexte diamétralement opposé, sortira Je suis l'abysse de Donato Carisi. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Donato Carisi, sachez que c'est un des maîtres incontestés du genre thriller. Moi j'ai lu Le Chuchoteur que j'avais adoré. C'est tellement rare de retrouver dans les thrillers une telle densité, des personnages, de la psychologie, le côté noir, l'ambiance était très pesant dans Le Chuchoteur et apparemment celui-ci est vraiment très très bon. Il s'agit d'un homme qui ramasse les poubelles et qui vise surtout les déchets des femmes qui habitent seules pour pouvoir étudier leur vie, les scruter et probablement leur faire du mal. Tout comme sa mère lui a fait du mal. Donc on est avec un psychopathe, clairement, hein, comme souvent dans les livres de Donato Carisi, mais ici on est dans quelque chose, je pense, de très très malsain. Parce que si vous connaissez Donato Carisi, vous savez que de cette histoire de ce pitch assez simple, il va réussir à tisser une toile inextricable, voilà, d'événements, de psychologie, donc ça peut être vraiment super intéressant. Moi en tout cas, je pense que le Donato Carisi va y passer en ce qui concerne mes lectures prochaines. J'ai noté également sur ce mois d'octobre la sortie de Stephen Hawking et sa fille Lucy Hawkins, qui du vivant de Stephen Hawking ont écrit à 4 mains un livre de vulgarisation scientifique sur notamment les phénomènes d'intelligence artificielle, de la vie sur Mars, de l'écologie. Ça s'appelle Plonger dans l'univers, et pour tous les amateurs de science, ou en tout cas aussi de cette petite, vous savez, de cette petite touche un peu utopiste, poétique, que vous trouvez dans les livres de vulgarisation scientifique, en tout cas chez Stephen Hawking, mais aussi notamment chez Hubert Reeves. C'est un petit plaisir à lire, donc voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne que cette écriture à 4 mains entre un père et sa fille, d'autant plus que on connaît le tragique destin de Stephen Hawking. Et alors les gars, la veille de mon anniversaire, le 7 octobre, sort Les Sentiers Obscurs de Karachi d'Olivier Truc. Et là, ça c'est la sortie, mais c'est THE sortie du mois que j'attends. Mais clairement, en 2002, il y a eu un attentat dans un hôtel de Karachi. Il y a eu 14 morts, dont 11 français. C'était des ingénieurs originaires de Cherbourg qui ont été envoyés au Pakistan pour travailler sur le projet d'un sous-marin qui allait être revendu au gouvernement pakistanais. Donc ça a clairement été un complot que cet attentat. D'autant plus que dans la presse, etc., on a un petit peu démantelé l'affaire, on est arrivé à remonter jusqu'à des pots de vin qui ont servi au financement de la campagne de Édouard Balladur. Sauf que malheureusement, les victimes n'ont pas été ultra indemnisées et le fils d'une des victimes, il va partir sur place pour essayer d'aller à la rencontre de ces hommes qui ont connu son père, qui peuvent lui en apprendre un petit peu plus sur ces événements parce que, selon lui, il n'a pas trouvé gain de cause et il n'a pas trouvé l'exacte vérité de cette affaire. Ça m'intéresse énormément ce livre et c'est sûr, il sera entre mes mains celui-là. Le 11 octobre,
On va vider les cerveaux, ok? On va se détendre avec un livre que je vous sors quand même de je ne sais pas trop où, de Cathy Lyons, c'est les Méta-Geeks sauvent le monde. Donc c'est une saga et le tome 1 qui va sortir s'appellera Les Méta-Geeks sauvent le Wisconsin. Alors ici on est dans une histoire de geek et de loup-garou. Vous mélangez tout ça avec une romance MM. Dans cet ouvrage, on a un chimiste qui part à une convention de comics et qui, pendant cette convention, découvre qu'il est un loup-garou. Voilà, donc il est très très embêté. Jusqu'à ce qu'un jeune homme qui s'appelle Nero et qui est très très sexy vient le prendre et lui demande de passer un peu en arrière-boutique. Et là, il va lui expliquer un petit peu qu'il le recrute parce que les loups-garous ont besoin des geeks. Ils ont besoin de leur aide, notamment pour tout ce qui est assistance technique. Donc déjà, vous voyez un contexte assez drôle, assez hilarant. Et il va s'agir d'une romance ici, je pense, entre les deux garçons. Donc ça peut être vraiment vraiment sympa. J'ai relevé ce livre vraiment pour la touche loup-garou, parce que j'aime bien les histoires de loup-garou. Et peut-être aussi ça va vous intéresser. Oh tiens, j'ai oublié un roman du 10 octobre. Donc le 10 octobre sortira Grimoire des Sabbats, Samhain, de Katie Orain-Ferrella. Et ici, c'est un ouvrage plutôt destiné à nos jeunes apprentis sorciers et sorcières qui ont envie de découvrir un petit peu la tradition, le folklore autour de cette fête de l'année qu'est Samhain, qu'est Halloween, et de tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais vous allez aussi y trouver quelques rituels pour notamment préparer cette fête, pourquoi pas vous lancer dans la magie blanche. Les esclaves de l'homme pétrole. Ah mais celui-là, encore un ouvrage enquête de Sébastien Castelier et de Quentin Muller. Alors ici, on va aller voir du côté du Qatar et de ces méga structures qui ont déjà accueilli, comme vous le savez, les compétitions d'athlétisme, mais qui accueillent aussi les mondiaux du foot, enfin je sais pas exactement comment on appelle ça, je crois que la Coupe du Monde, et qui vont à l'encontre de tous les principes écologiques et de tout le bon sens de la protection de la nature. Cet ouvrage, lui, va plutôt se concentrer sur tous les hommes qu'il y a derrière et qui sont exploités à très large échelle, toute cette masse silencieuse venue de Chine, venue d'Afrique, qui travaille pour la plupart illégalement sur ces immenses chantiers. Et le stade n'en est que un petit exemple. Vous allez voir leurs conditions de travail qui sont proches de l'esclavagisme et vous allez voir un petit peu les conditions dans lesquelles le Qatar exploite cette misère humaine pour se hisser encore plus haut et pour dresser encore au plus haut, au plus fort, sa fortune qui s'élève à des chiffres, mais c'est astronomique quoi. Ça m'intéresse énormément parce que toute cette population-là, on n'en parle pas du tout. Et j'en suis la première désolée et je veux en savoir plus et je pense que cet ouvrage est un ouvrage de référence si vous vous intéressez un petit peu à toutes les facettes ou en tout cas cette facette-là cachée du Qatar. Le 11 octobre sortira aussi La Bestia de Carmen Mola. Alors j'aime bien les ouvrages traduits de la langue espagnole depuis quelques temps parce que j'en ai eu quelques-uns qui ont été plutôt de très très bonnes surprises, voire des coups de cœur. En 1834, on est dans une Madrid qui est tiraillée entre les guerres carlistes et le choléra. Et on a une préadolescente qui est trouvée sauvagement mutilée avec dans sa bouche des éléments en or entrecroisés. La population estime que la jeune fille a été attaquée par une bête. Et nous, on va avoir, il me semble, un journaliste qui enquête entre les bas-fonds et carrément le palais. Donc ça peut être très très intéressant. Mon petit nez me dit que, enfin mon grand nez me dit que peut-être ça peut être intéressant. Sortira aussi le même jour Atlas 6 de Olivier Blake, pardon. C'est chez Michel Lafon. Alors celui-là a été traduit là très très récemment, je suis très contente qu'il sorte enfin parce que j'attends vraiment cette sortie, j'attends de voir un petit peu l'écriture, on est dans du New Adult avec un groupe de 6 sorciers, enfin magiciens, qui tous les 10 ans peuvent participer à une sorte de tournoi pour accéder au plus haut, au panthéon des magiciens, qui vous donne droit à tout le pouvoir absolu, un savoir infini. Et du coup, ces magiciens vont s'entrebouffer
pour essayer de tirer le meilleur de cette opportunité. Apparemment, le reproche qu'on a fait à ce roman, c'est l'autrice, elle a l'air de sortir un peu des fois sa science, mais en même temps ça se comprend un petit peu. Il y a des références scientifiques forcément, puisque là on est quand même dans des classes un peu élitistes. J'ai entendu un petit peu différents sons de cloche sur ce livre-là, mais en tout cas il me fait très très envie, parce que en même temps j'en ai eu quand même de très bons retours, et apparemment ce tome-là, qui est un tome 1, fini genre sur un cliffhanger mais de ouf. Donc voilà, donc j'ai envie de découvrir The Atlas Six et c'est sûr que je vais me le procurer celui-ci. Ensuite, le 13 octobre sortira Superstition de Ellison Cooper et il va sortir en poche puisque moi je l'achète toujours dans ces éditions grand format chez Cherche Midi. Donc là c'est le tome 3 d'une saga qui met en jeu l'inspecteur Sayer Alter qui travaille au FBI, qui est une noire américaine avec le crâne rasé et qui fait de la moto. Voilà, elle est ultra badass et moi j'aime beaucoup ce que fait Ellison Cooper. Je vous conseille vraiment cette trilogie en poche, puisque maintenant du coup tous les 3 tomes sont sortis en poche. Vous avez Rituel, Sacrifice et celui-là, donc Superstition, c'est le 3e. Et le point commun de tous ces ouvrages, c'est qu'à chaque fois vous avez quand même des tueurs en série et qui commettent des meurtres plutôt rituels et plutôt en lien avec une mythologie ou encore avec une spiritualité particulière. Donc ici, vu la couverture, je pense qu'on sera avec la spiritualité égyptienne. Ça bouge, il y a de l'action, en même temps c'est ultra bien écrit, c'est très adductif, c'est très prenant et pour moi ça fait partie de ces romans doudous policiers que j'aime bien lire. Je comprends pas que je l'ai pas encore sorti celui-là, mais en tout cas il me tente, et sachez qu'il va déjà sortir en poche le 13 octobre. Le même jour sortira Les Mares Noires de Jonathan Godet, où la couverture m'a parlé d'abord, et puis ça va parler de tout ce qui est centrale nucléaire. Comme vous le savez, le contexte actuel est très très tendu, mais l'histoire a l'air vraiment bien, puisque là il s'agit d'une femme qui est dans sa chaumière, pendant que le mari travaille à la centrale, et elle aperçoit un coyote à travers la fenêtre. Et l'instant d'après, dans les nouvelles à la radio, elle entend qu'il y a eu un accident à la centrale et que son mari est décédé dans une explosion. On va parler, je pense, de catastrophe nucléaire, on va parler en tout cas du nucléaire, on va parler d'une femme aussi qui essaye de reconstruire et qui des années après va enquêter. Donc cet ouvrage-là m'inspire un petit peu. Maintenant je ne connais pas l'auteur, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà lu quelque chose de cet auteur. Le dernier ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de l'ouvrage de Luc Fivet et il s'appelle Le Manuscrit. Ici c'est une œuvre, c'est un thriller qui va je pense beaucoup plaire à tous les amateurs du genre mais aussi à tous les amateurs de livres. Parce que là on est avec un éditeur qui sait pertinemment dénicher les romans à succès. Et un jour, pendant un cocktail, voilà, le lancement d'un livre, il y a une femme qui s'approche de lui, elle lui donne une clé USB sur laquelle il y a un livre qui s'appelle Le Manuscrit et qui est écrit par un certain Alexandre Mascaret. Elle disparaît ensuite, cette femme, elle s'en va. L'éditeur va par curiosité lire ce manuscrit et il va réaliser qu'il est en face d'un roman qui peut lui rapporter très très gros. Il va donc se demander qui est ce Alexandre Mascaret, qui écrit sous ce pseudonyme-là. Mais ce qui va se passer aussi de très étrange, c'est que la secrétaire de cet éditeur, lorsqu'elle va s'apercevoir sur l'écran, elle va reconnaître les 2-3 premiers paragraphes de cet ouvrage sur l'écran de son éditeur, de son patron, et elle va tomber dans une colère noire en disant que absolument ce manuscrit doit être brûlé immédiatement, qu'il doit absolument s'en séparer et qu'il ne faut plus jamais en parler. Que recèle ce manuscrit? Est-ce qu'il a un pouvoir quelconque sur les gens? Voilà, c'est tout ça que vous allez découvrir dans cet ouvrage et moi il me tente de fou. Alors il sort qu'à la fin du mois, donc j'ai encore le temps de réfléchir. Pour moi ça peut être intéressant de découvrir cet ouvrage. Dites-moi s'il y a certains de ces ouvrages qui vous intéressent. Et puis moi pour ma part, écoutez, je vais retourner à mes petites lectures, à mes histoires extraordinaires et je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo qui va certainement encore être un vlog. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!